Ce nouveau cycle de conférences de l'IRSEM, les rendez-vous de l'histoire. Vous avez vu que le thème de cette année sera faire campagne, donc sur la notion de campagne militaire, à travers les âges. Le programme définitif n'est pas encore arrêté absolument. Mais il est dans les très grandes lignes. C'est pour ça qu'à mon avis, dans les semaines qui viennent, on pourra vous le fournir. Nous allons commencer ce soir par Rome. Le mois prochain, comme à l'habitude, donc nous prenons un thème transversal et on le décline, comme on dit de nos jours, de l'Antiquité à nos jours. Donc le mois prochain, le Moyen-Âge. Nous aurons le professeur Philippe Contamine, qui viendra nous parler d'une campagne politico-militaire très particulière. C'est la campagne de Jeanne d'Arc et de Charles VII pour aller de Bourges à Reims, pour emmener le roi se faire sacrer à Reims. Et j'en ai déjà discuté avec le professeur Contamine, c'est tout à fait passionnant et original parce que c'est vraiment une campagne politico-militaire où chaque action est systématiquement pesée politiquement et pas du tout militairement. Donc c'est un thème intéressant et original, j'insiste bien. Ensuite, nous aurons Hervé Drévillon qui nous parlera des campagnes en décembre, donc faire campagne pendant la guerre de 30 ans. Ça sera le 18 décembre. Au mois de janvier, le professeur Olivier Chaline nous donnera un exemple de campagne maritime et parlera des campagnes, comment on organise des campagnes maritimes au XVIIIe siècle. Ensuite, nous aurons un exposé de Patrick Bouet sur les questions des campagnes napoléoniennes. Alors, on ne sait pas encore si on fera un exposé générique sur la notion de campagne pendant les guerres napoléoniennes ou si on prend une campagne précise et si on la décortique. Nous passerons directement de l'époque napoléonienne à la Seconde Guerre mondiale sur la campagne de Normandie, c'est-à-dire le débarquement et la campagne qui suit le débarquement de juin 1944, bien évidemment. Et puis nous terminerons par deux campagnes de l'époque contemporaine, la guerre des Malouines d'une part, et puis comme on aura eu un exemple de campagne maritime, nous aurons un exemple de campagne aérienne pour terminer l'année. Voilà grosso modo la thématique que nous aborderons cette année. Voilà, une petite question, je dirais un petit peu personnelle à la salle avant de commencer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui viennent parce qu'ils ont vu l'annonce hier sur la page Facebook du magazine Guerre et Histoire? Vous, deux, d'accord. C'est intéressant. Merci. Bien, donc nous allons commencer. Nous recevons ce soir Xavier Lapray, qui est un spécialiste de l'histoire militaire de la République romaine. Et effectivement, vous voyez dans le titre qu'on va parler de la période républicaine et pas de la période impériale, parce que c'est vrai que les historiens romanistes insistent bien, presque toujours, hein, je parle sous ton contrôle, Xavier, pour dire que la période républicaine et la période impériale sont vraiment deux choses différentes. Et que souvent chez les romanistes, quand on est spécialiste de la République, on n'est pas spécialiste de l'Empire et vice-versa. Hein. C'est vraiment important de bien faire la distinction. Donc on a pensé que c'était bien pour la période antique qui commence toujours l'année de parler de Rome, parce que plus que de la Grèce ou des autres, parce que vraiment les légions romaines et l'Empire, enfin en tout cas l'Imperium, ou même la République romaine pour le coup, c'est un petit peu similaire, ont été vraiment une machine de guerre extraordinaire, et sans doute l'une des plus extraordinaires de tous les temps, et qu'ils ont vraisemblablement été parmi les premiers à véritablement penser en termes de campagne militaire. Enfin, c'est ce que Xavier Lapray va confirmer ou infirmer d'ailleurs dans un instant. Effectivement, Rome nous semblait être tout indiqué pour commencer à aborder cette thématique. Xavier, tu as la parole pour 1 heure, et ensuite la parole sera à la salle pour les questions, comme à l'habitude. Bonjour. Lorsque Laurent Hillinger m'a demandé d'ouvrir ce cycle de conférences, vous m'entendez? J'étais très honoré et je tiens à le remercier.
Aussitôt, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il entendait par campagne militaire, ce à quoi il a répondu avec sa faconde habituelle. Ça, mon petit vieux, c'est à toi de nous le dire. Ce qu'on attend, c'est ta définition d'une campagne militaire. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais commencer mon exposé par une première partie sur la notion de campagne militaire. Est-ce que c'est une notion pertinente pour l'histoire militaire romaine? Est-ce que ça existe pour les Romains? Ensuite, dans un deuxième temps, j'examinerai l'articulation des niveaux de décision lors d'une campagne militaire romaine. Et enfin, dans un troisième temps, qui prendra l'essentiel de l'exposé, je m'arrêterai sur un exemple, l'exemple de la campagne d'Afrique conduite par César entre 47 et 46 avant Jésus-Christ. Alors, premier point, donc, la notion de campagne militaire chez les Romains. On peut partir d'une définition d'Isidore de Séville dans son livre Étymologie, au livre 18, qui est consacré au terme militaire. Et il écrit la chose suivante: Igitur bellum est totum. Ainsi, la guerre désigne l'ensemble, la totalité. Pugna unius dei, alors que la bataille renvoie à un seul jour de la guerre. Quant au combat, proelium, combat, il constitue une partie de la bataille. Alors, pour les Romains, fussent-ils tardifs, Isidore de Séville, c'est 7e siècle après Jésus-Christ, mais en fait, il utilise des notions et des définitions qui sont antérieures. Si l'on suit cette définition, manifestement, les Romains ne placeraient rien entre la guerre, d'une part, et la bataille. Rien entre le politique et le stratégique, d'une part, et la tactique, d'autre part. Pas d'opératif, en gros. Donc ça commence mal. Et c'est-à-dire pour autant que cette réalité militaire n'existait pas pour les Romains. Et d'abord, qu'entend-on par campagne militaire, puisque j'ai cru comprendre que c'était à moi de proposer une définition. Alors, une première définition assez large, j'identifierais une campagne militaire comme une séquence de guerre qui, comme le dit Isidore de Séville, serait inférieure à la guerre, c'est-à-dire qu'une guerre peut comporter plusieurs campagnes, et supérieure à la bataille, c'est-à-dire qu'une campagne peut comporter plusieurs batailles. Une séquence de guerre constituée tout de même d'opérations sur le terrain. Alors, quels mots employaient les Romains pour désigner cette réalité? En fait, deux familles de mots. Le premier groupe de mots, ce sont les termes de stipendium et de militia. Stipendium et militia, au sens strict, ça désigne l'année de service militaire. On parle de decem stipendia pour les 10 années de service militaire que chaque citoyen doit à l'État romain. Mais ces termes en sont venus à désigner progressivement une campagne militaire au sens opérationnel. Alors là aussi, une première précision. Je vais utiliser le terme opérationnel et la discussion qu'on vient d'avoir avec Laurent Henninger avant cette conférence m'a montré que ce terme est plutôt impropre, c'est plutôt une traduction littérale de l'anglais. Mais bon, je l'ai utilisé tout au long de ma conférence. Qu'est-ce que j'entends par opérationnel? Une série d'opérations sur le terrain qui ne seraient pas seulement des opérations de combat. Il peut y avoir des combats, mais il peut y avoir également des engagements, des mouvements, des... Voilà. C'est juste, pardonne-moi, c'est juste effectivement un débat purement sémantique. C'est vrai que le terme qui serait le plus approprié en français, pour éviter la traduction littérale de operational, c'est opératif. Enfin, voilà. En tant qu'adjectif ou l'opératique en tant que substantif. Mais bon, c'est un point de détail qui est certes important, mais qui n'a pas une importance fondamentale aujourd'hui. Donc, stipendium et militia, qui désignent au premier sens une année de service militaire, peuvent désigner une réalité opérationnelle qui se rapproche de ce que j'ai défini comme campagne militaire. On observe la même chose en grec. Ah tiens, il n'y a pas le... Je les avais mis avec le graphisme grec, mais ce n'est pas sorti. Donc les termes grecs de strateia ou de stratema désignent également soit une année de service militaire, soit une campagne au sens opérationnel. Il y a un deuxième groupe de termes qui est constitué par bellum, expeditio et aestiva. Alors bellum au sens large naturellement, ça veut dire la guerre, mais dans certains contextes d'énonciation,
eh bien ça peut vouloir désigner, ça peut se rapprocher de ce que j'ai défini comme étant une campagne militaire. Je vais prendre un seul exemple tiré de César. César, à la fin de la première année de la guerre des Gaules, donc en 58, il affirme qu'en un seul été, il a achevé 2 grandes guerres, Duobus Maximus Bellis. Duobus Maximis Bellis. Alors, c'est quoi ces 2 grandes guerres? C'est d'une part la guerre contre les Helvètes et d'autre part la guerre contre les Suèves d'Ariovistes. Effectivement, au sens purement juridique, il s'agit d'une guerre puisque à chaque fois, il s'agit d'adversaires différents, les Helvètes d'un côté, les Suèves d'autre part, et sur 2 théâtres d'opération différents, la Bourgogne pour les Helvètes et l'Alsace pour les Suèves. Cela dit, ce qu'on appelle la guerre des Gaules a quand même une unité qui est conférée d'abord par le commandement de César, qui s'exerce pendant 10 ans, de 58 à 50, près de 10 ans. Et, il s'exerce sur un espace, la Gaule, et ce qui fait qu'on peut considérer que la guerre contre les Helvètes et la guerre contre les Suèves sont en fait des campagnes qui relèvent d'un ensemble plus large, qui s'intitulerait la guerre des Gaules, Bellum Gallicum. Alors je vais être un peu plus rapide sur les 2 autres termes. Vous avez le terme d'expeditio. Expeditio, alors c'est souvent employé comme synonyme de bellum. Alors il y a quand même une connotation, il dénote un mouvement par rapport à un point de départ, mais puisqu'il est employé comme synonyme de bellum, eh bien, tantôt il désigne ce qu'on appelle une guerre, ou tantôt il désigne ce qu'on appellerait plutôt une campagne militaire actuellement. Et d'ailleurs, dans les inscriptions, sous l'Empire, à partir du IIe siècle, bellum est remplacé par expeditio. Enfin, le dernier terme, aestiva, c'est peut-être celui qui se rapprocherait le plus de ce qu'on entend par campagne militaire, puisque, au sens strict, il désigne campagne d'été. Mais peu à peu, il en vient à désigner une campagne militaire en général, parce que je crois que c'est chez Velleius Paterculus, qui parle de continua trienni aestiva, ce qui veut dire une campagne militaire qui a duré 3 ans. Donc ce n'est pas seulement la campagne d'été. Alors au total, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions de vocabulaire? Eh bien, il semble que la campagne militaire, telle que je l'ai définie, est bien une réalité qui existe chez les Romains, mais que les Romains n'emploient pas, pour la nommer, de vocabulaire spécifique. Soit ils utilisent des mots qui sont plus larges, comme bellum, ou au contraire, des mots qui renvoient à une réalité plus restreinte, comme stipendium ou aestiva. Alors pourquoi? Eh bien en fait parce que pendant longtemps, guerre et campagne militaire ont coïncidé, à la fois sur un plan religieux, juridique et opérationnel. Pendant longtemps, la guerre n'a duré qu'1 an, et donc n'a comporté qu'une campagne chez les Romains, si bien qu'on ne nommait qu'un seul général, qu'on ne recrutait qu'une seule armée, qui était licenciée à la fin de la guerre, à la fin de la campagne, à la fin de l'année. Guerre et campagne correspondaient donc, elles correspondaient à la belle saison militaire, en gros entre mars et octobre, et les 2 réalités se confondaient. Mais à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en gros à partir des guerres puniques, des 2 premières guerres puniques, le rythme annuel de la guerre a commencé à ne plus correspondre à la réalité des opérations. Les guerres se sont mises à durer plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, en ce qui concerne les guerres puniques. Elles se sont déroulées sur des théâtres d'opérations de plus en plus nombreux et de plus en plus éloignés de l'Italie, si bien que les armées romaines ont été contraintes de rester plusieurs années sur un même théâtre d'opération, et que le commandement des généraux a dû, là aussi, être prorogé durant plusieurs années. Cela dit, tant le vocabulaire que les rites ou les réalités opérationnelles eh bien, ont gardé la trace de cet antique état de fait. Quelques exemples, l'entrée en campagne d'une armée, même s'il s'agit de la 2e, 3e ou Xème année de la guerre, eh bien, l'entrée en campagne d'une armée est toujours marquée par le rite de la lustration, lustratio exercitus, qui est un rite religieux qui consiste, on en connaît assez peu le contenu, mais qui consiste à purifier l'armée, et qui est généralement opéré au printemps. De même, un général qui part en campagne
quand bien même ça serait la 2e, 3e ou Xème année de la guerre. Un général qui part en campagne, il est toujours contraint, avant de partir, à Rome, de prendre les auspices publics, c'est-à-dire de s'assurer du consentement des dieux à l'entreprise qu'il va mener au nom de la cité. Et il doit prendre ses auspices publics avant d'aller rejoindre son armée sur un théâtre d'opération. Enfin, dernier exemple, les réalités techniques anciennes font que la guerre conserve un rythme saisonnier. Alors, il existe certes des campagnes d'hiver, mais elles sont rares et le plus souvent elles sont contraintes. Dans la majeure partie des cas, les opérations militaires commencent au printemps et s'achèvent à l'automne. Et les armées qui demeurent plusieurs années sur un théâtre d'opération, eh bien, pendant l'hiver, elles se retirent dans leur quartier d'hiver. Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que l'obligation de trouver du fourrage pour les nombreux animaux qui accompagnent les légions en campagne, eh bien, conduit à attendre que les pâturages soient verts au printemps pour pouvoir se mettre en mouvement. Sinon, la quantité de fourrage à transporter est trop importante. Une deuxième raison, c'est que la mer Méditerranée, pour les anciens, est considérée comme une mer fermée, en gros entre novembre et février, mare clausum. Alors certes, on peut naviguer durant cette période, mais à ses risques et périls, avec des risques non négligeables, les tempêtes y sont fréquentes et les vents y sont souvent contraires. Pour terminer donc ce premier point, on peut dire que la notion de campagne militaire n'est véritablement pertinente pour les Romains qu'à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, même de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à partir de la Deuxième Guerre punique, qui est un moment où le Sénat romain a commencé de coordonner de nombreuses armées sur différents théâtres d'opération dispersés sur toute la Méditerranée. C'est pourquoi je vais aborder dans un deuxième point l'articulation des niveaux de décision lors d'une campagne militaire romaine. Alors, vous m'entendez sans micro? Parce que j'ai la voix qui porte, et en fait, j'aime pas trop les micros. On peut parler assez fort, hein, ce sera très bien. Si, excuse-moi, mais on a besoin. Oui, il y a l'enregistrement. Il y a l'enregistrement. Ouais, donc, ouais. Désolé. Dommage. Alors, sur ce point de l'articulation des niveaux de décision, il faut distinguer 2 périodes, la période républicaine et la période impériale. La période républicaine, en gros, c'est les 5 derniers siècles avant notre ère, et c'est une période où le Sénat a un rôle prépondérant, alors que la période impériale, en gros les 5 premiers siècles après Jésus-Christ, eh bien, c'est l'empereur qui joue un rôle important dans l'organisation des campagnes militaires. Alors, la période républicaine, il y a 3 instances politiques qui traitent de la guerre à Rome. Vous avez les assemblées du peuple. Les assemblées du peuple, les comices, elles votent la guerre ou la paix et elles élisent les magistrats chargés de la guerre. Mais c'est tout. Elles n'ont qu'un rôle d'approbation ou de réfutation. Ensuite, vous avez les magistrats. En fait, ce sont plutôt les magistrats supérieurs qui peuvent recevoir un commandement militaire, l'imperium militiae, c'est-à-dire c'est d'abord les consuls, il y en a 2 élus chaque année, et puis les prêteurs qui vont se multiplier avec la multiplication des théâtres d'opération. On pourrait rajouter aussi des pro-magistrats, des légats et des questeurs. Alors les questeurs, ils accompagnent de toute manière les armées parce que ce sont des sortes d'intendants. Mais parfois, chez César, on les voit conduire une légion. Ce qui est important de noter, à mon sens, c'est que ces magistrats, ce sont des aristocrates, mais ils sont élus par le peuple. Il y a donc vraiment une imbrication entre le politique et le militaire en amont de la campagne. Enfin, la 3e instance, c'est le Sénat, donc c'est une assemblée aristocratique d'anciens magistrats. Et en théorie, elle ne vote ni la guerre ni la paix, ni elle n'élit les magistrats. Son seul pouvoir au Sénat, c'est d'émettre des avis, ce qu'on appelle des senatus consultes. Seulement, il se trouve que ces avis sont extrêmement contraignants. Et en fait, c'est le Sénat qui a la réalité du pouvoir en matière d'organisation des campagnes militaires.
Alors si l'on essaie un peu d'examiner ce pouvoir, on peut voir intervenir le Sénat à 3 moments d'une campagne militaire. D'abord, avant la campagne militaire, il en assure l'organisation sur 3 plans. Sur le plan des commandements militaires, tout d'abord. Certes, ce n'est pas lui qui nomme les magistrats chargés de diriger les campagnes, mais par contre, c'est lui qui a le pouvoir de les proroger, 1 année ou plusieurs années supplémentaires, ce qui est un pouvoir extrêmement important. Deuxième plan, c'est sur le plan de l'organisation. C'est lui qui fixe les effectifs et qui les répartit sur les différents théâtres d'opération. Par exemple, aucun magistrat ne peut recruter ou licencier une armée sans l'autorisation du Sénat. C'est lui, le Sénat, qui fixe le nombre de soldats, le type de soldats à appeler. C'est également lui qui s'occupe des flottes militaires. Il fixe le nombre de navires, le type de navire, leur tonnage et la manière de s'en procurer par construction, réquisition, réfection. Il affecte à ces flottes militaires un espace d'opération et il détermine si ces flottes doivent agir de manière autonome ou si elles sont subordonnées à un chef de théâtre d'opération, au chef d'un théâtre d'opération. Enfin, dernier plan, avant la campagne, c'est le Sénat qui arrête les dépenses afférentes au domaine militaire. Donc c'est lui qui fixe le budget d'une armée, l'équipement et les moyens de se le procurer, la solde, etc. Alors concrètement, quand et comment ça se déroule? En général, ça se déroule pendant l'hiver, pendant la morte saison militaire, et même particulièrement lors de la première séance de l'année, en janvier, du Sénat. Le Sénat vote un senatus consulte sur l'organisation de la guerre, De administratione belli. Il affecte donc, il répartit les commandements et les effectifs, et généralement en une seule fois. C'est un seul senatus consulte qui est voté lors de cette première séance. Il arrive que ce soit un vote fractionné, lorsque d'une part le Sénat doit attendre que le peuple vote la guerre, et d'autre part, lorsqu'il attend, il a envoyé des délégués s'informer d'une situation sur un théâtre d'opération, et il attend leur retour et leur rapport pour pouvoir prendre les mesures adéquates. Alors naturellement, là, j'ai parlé que des mesures militaires, mais à côté de ces mesures militaires, il prend aussi toutes les mesures diplomatiques. Il sollicite les alliés, etc. Le Sénat tient donc un rôle absolument capital dans l'organisation, pas seulement de la guerre, mais dans la guerre des différentes campagnes militaires. C'est lui qui en fixe les paramètres. Après la campagne militaire, deuxième moment où il intervient, il exerce un contrôle a posteriori. Alors certes, le général qui revient de campagne, il est théoriquement comptable de son commandement devant le peuple. Il peut être poursuivi par un tribun de la plèbe. Mais en fait, dans la plupart des cas, lorsqu'il est poursuivi par un tribun de la plèbe, il passe en procès, il peut risquer une amende, un exil, eh bien c'est à l'instigation du Sénat qui a demandé à un tribun de la plèbe de poursuivre le général pour la manière dont il a conduit cette campagne. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'au retour d'une campagne militaire, tout général doit faire un rapport oral devant le Sénat, et devant le Sénat en premier. C'est une séance généralement qui se déroule dans le temple de Bellone, donc un peu à l'extérieur du Pomerium, parce que le général revêt toujours l'imperium, il ne peut pas rentrer en armes dans la cité. Et lors de cette séance, eh bien, il fait son rapport, il rapporte son action, et ensuite cette séance est suivie de questions, parfois très insistantes, des sénateurs, et c'est à l'issue de cette séance que les sénateurs vont décider de voter ou non les dépenses afférentes à un triomphe. Alors si jamais le Sénat refuse de voter ces dépenses, le général peut tout de même triompher, mais à ses propres frais. Et donc c'est une cérémonie de moindre ampleur, mais surtout qui a beaucoup moins de valeur. Enfin, pendant la campagne, le général doit envoyer régulièrement des rapports qui tiennent le Sénat au courant de l'évolution de la situation, des victoires, des défaites. On a gardé quelques traces de ces rapports, de même qu'on a gardé quelques traces de ces débats sur le triomphe. Et le général peut demander notamment un supplément, ce qu'on appelle un supplementum en vivres, en hommes ou en argent. Enfin, je rappelle que si jamais la campagne dure plusieurs années, c'est du Sénat que dépend la prorogation de ce commandement.
Alors la question qui se pose, que se sont posées les historiens modernes, c'est de quelle autonomie, dans ce contexte, dispose le général sur le terrain. Alors les historiens modernes ne sont pas tous d'accord, et cela dépend des périodes et des théâtres d'opération. En gros, ce que l'on peut dire, c'est que lorsque les théâtres d'opération sont en Italie ou très proches de l'Italie, les directives du Sénat sont généralement assez précises et le contrôle assez strict. Mais dès que les théâtres d'opération s'éloignent de l'Italie, la marge de manœuvre du général est beaucoup plus grande, et d'autant plus que souvent le général constitue la seule source d'information du Sénat. Alors certes, le général n'est pas seul, il est entouré d'un état-major, d'officiers, mais il les a en partie choisis. Donc du coup, lorsque des officiers viennent faire des rapports au Sénat en cours de campagne, généralement, ils soutiennent leurs généraux. En gros, donc, c'est la thèse d'un historien américain, Arthur Eckstein. Il dit que le Sénat, généralement, valide les décisions qui ont été prises sur le terrain. Certes, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est la majorité des cas. Cela dit, cette situation, elle va se modifier au dernier siècle de la République. Au dernier siècle avant notre ère, on va voir apparaître un nouveau type de personnages politiques qu'on appelle les grands imperatores, que sont Marius, Sylla, Pompée, Crassus et César. Et ces personnages vont complètement supplanter le Sénat dans son rôle d'organisation des campagnes militaires. Alors comment ils font ? Eh bien en fait, ils ont acquis une telle puissance politique qu'ils font voter par le peuple des lois qui leur accordent un commandement militaire extraordinaire, avec des moyens énormes et des prérogatives aussi tout à fait extraordinaires, puisque parfois, je pense à Pompée en Orient ou César en Occident, ils ont même l'autorisation de pouvoir déclarer la guerre ou faire la paix. Donc cette situation, elle préfigure ce qui va se passer sous l'Empire, où c'est l'empereur qui va remplacer le Sénat dans ce rôle. C'est pour ça que, plutôt que de vous parler de l'Empire, dans un troisième et dernier point, mais qui va être un peu plus long, j'ai choisi de prendre comme exemple une campagne qui se situe à la fin de la République, la campagne d'Afrique de 47-46, conduite par César, parce que comme ça, on est un peu à cheval sur les deux périodes. Alors donc, troisième point, les composantes opérationnelles d'une campagne militaire. Et pourquoi j'ai choisi cet exemple, outre la première raison que je viens de vous mentionner, c'est également pour une autre raison, c'est parce qu'on dispose pour la campagne d'Afrique d'une source exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle le Bellum Africum, la guerre d'Afrique. Alors c'est un ouvrage qui appartient au corpus césarien, c'est-à-dire à une série d'ouvrages qui retracent la geste césarienne, mais vous savez sans doute que César n'en a écrit que 2, et encore pas complètement, les 7 premiers livres de la guerre des Gaules et la guerre civile, mais que tous les autres, guerre d'Alexandrie, guerre d'Espagne, guerre d'Afrique, ont été écrits par des officiers dont on ignore le nom, généralement. Et la guerre d'Afrique, comme la guerre d'Espagne, la guerre d'Afrique est particulièrement intéressante parce que, manifestement, il s'agit d'un officier, pas d'un officier d'état-major, d'un officier qui se situe relativement bas dans la hiérarchie militaire. On pense à un tribun militaire, sûrement de la 5e Légion, parce qu'il en parle beaucoup. Et il se situe également assez bas dans les hiérarchies littéraires. Son style est absolument horrible, monotone, médiocre. Et ces deux caractéristiques en font toute la valeur historique, en fait, parce que cet ouvrage, c'est un véritable journal de campagne, où l'auteur, au jour le jour, note sans hiérarchie tout ce qui arrive dans l'unité qu'il commande. Alors naturellement, il faut croiser cette source, parce que cette source, elle est très partiale. On est dans un contexte de guerre civile, donc il est très anti-pompéien et très césarien. Elle est partielle, mais cet aspect, cette caractéristique partielle en fait sa valeur, parce qu'il raconte de l'intérieur une campagne. Il faut la croiser avec d'autres sources, des auteurs grecs postérieurs, en fait, qui ajoutent pas beaucoup d'informations, mais ils sont intéressants parce qu'ils sont plutôt anti-césariens. Donc ça fait un peu le pendant au Bellum Africum, à la guerre d'Afrique. Alors, pour aborder cette campagne, on peut commencer, dans un premier point, à parler de la préparation de la campagne d'Afrique. Alors oui, juste avant, excusez-moi, on peut resituer cette campagne d'Afrique dans le contexte des guerres civiles.
et je vais essayer de vous prouver que c'est une campagne et que ce n'est pas une guerre. Donc la guerre civile se déroule entre Césariens et Pompéiens. Je dis Pompéiens parce que Pompée va mourir au bout de la 2e année, mais ses partisans vont continuer de combattre. Elle se déroule entre Césariens et Pompéiens entre 49 et 45 avant Jésus-Christ. Vous voyez ma flèche là? Ouais. Alors la première campagne, c'est la campagne d'Italie, elle commence début 49. César franchit le Rubicon et par une campagne fulgurante, eh bien, il parvient à chasser quasiment sans combat l'armée pompéienne qui s'embarque, ma flèche a disparu, qui s'embarque en Grèce. César aurait bien aimé poursuivre directement l'armée pompéienne, mais il est obligé tout d'abord de réduire 3 ou 4 légions pompéiennes, je ne me souviens plus du nombre, qui sont sur ses arrières en Espagne et qui menacent ses arrières. Il part donc en Espagne, sur le trajet il assiège Marseille, et là par une série de manœuvres, eh bien, les 2 généraux pompéiens, qui sont des généraux de valeur dont on va entendre parler, Petreius et Afranius, eh bien, par une série de manœuvres, il parvient à les contraindre à la reddition, sans combat là aussi. Donc vous voyez, ça fait 2 premières campagnes, qui sont des campagnes militaires, hein, avec une identité d'action, d'acteurs, de temps et de lieu, 2 campagnes qui ne comportent pas réellement de batailles, d'affrontements militaires de grande ampleur. Ensuite, l'année suivante, en 48, César passe en Grèce. Là, il piétine un peu devant Dyrrhachium, et puis c'est Pharsale, la fameuse bataille où il arrive à défaire les troupes de Pompée. Pompée s'échappe en Égypte et César le poursuit immédiatement, mais il arrive trop tard. Pompée a été assassiné par les Égyptiens. Et là arrive une 4e campagne qu'on peut appeler la campagne d'Égypte, puisque César va se retrouver bloqué par la population alexandrine qui s'est soulevée contre lui. Et finalement, il va réussir à s'en tirer, notamment lors de la bataille du Nil. Mais à peine achevé ses opérations, il est obligé de partir pour une 5e campagne en Asie, parce que 2 légions ont été battues par le roi Pharnace, et il les bat à Zéla. Là, il retourne à Rome, on est durant la fin de l'été 47, et il est contraint rapidement de nouveau partir en campagne, cette fois en Afrique, parce que tous les débris, je vais en parler, de l'armée pompéienne se sont rassemblés en Afrique et le menacent. Donc c'est là où on va commencer l'exposé, sachant que cette campagne ne termine pas la guerre civile, puisque l'année suivante, il y a encore des Pompéiens qui se sont regroupés en Espagne, et il va les battre lors de la dernière campagne, à la bataille de Munda. Alors, donc cette préparation de la campagne d'Afrique, tout d'abord chez les républicains. La province est aux mains des républicains depuis le début de la guerre, et c'est une province importante parce que c'est une province pourvoyeuse de blé. Ce qui fait que César, occupé sur d'autres théâtres d'opération, a déjà envoyé une armée avec l'un de ses lieutenants, Curion, durant l'été 49, mais ce Curion, il s'est fait battre. Il est mort même dans la bataille du Bagradas, et toute son armée, quasiment, s'est fait massacrer. Du coup, cette province reste aux mains des républicains, et cette présence républicaine, pompéienne ou républicaine, je les emploie comme synonyme, se renforce après Pharsale. Donc Pharsale, Pompée est mort, mais il reste d'importants contingents qui sont à Dyrrhachium notamment, et vous avez tant des armées que des chefs républicains qui vont se regrouper en Afrique. Alors ces chefs, c'est qui? Tout d'abord, vous avez Caton. Caton le jeune, Caton d'Utique, qui a quitté Dyrrhachium avec 10 000 hommes, qui ensuite, je ne retrouve plus ma flèche, voilà, qui a accosté en Libye, à Benghazi, et ensuite avec ces 10 000 hommes, grâce à une marche un peu héroïque, eh bien, il est passé dans la campagne d'Afrique. Vous avez d'autre part un deuxième chef, c'est le roi de Numidie, Juba. Alors, en fait, la province d'Afrique, à la fin de la République, elle se situe sur l'actuelle Tunisie, mais un territoire qui est plus petit que la Tunisie actuelle. Et cette province, elle est entourée d'un royaume, de plusieurs royaumes, et notamment le royaume de Numidie, qui est à cheval sur la Tunisie actuelle et l'Algérie, et qui est dirigé par un roi, le roi Juba, qui est un ennemi juré de César. Du coup, ça fait un deuxième chef puissant qui se trouve en Afrique. Troisième chef, c'est Metellus Scipion. Metellus Scipion, c'est le plus haut gradé des républicains, donc c'est pour ça qu'on va lui conférer le titre suprême des armées républicaines d'Afrique.
Alors c'est un nom qui est de bon augure parce qu'il appartient à deux familles. La famille des Mételli, or Métellus c'est l'un des vainqueurs de Jugurtha en Afrique, et à la famille des Scipions, Scipion l'Africain, le grand vainqueur d'Hannibal. Cela dit, s'il est prestigieux, on pense, enfin même dans l'Antiquité, on estime que sa valeur militaire est assez faible. César s'en moque souvent, mais ça n'a pas une grande importance parce qu'il est entouré d'un certain nombre d'hommes de guerre d'expérience, voire très talentueux. Alors vous avez d'abord Afranius et Petreius, les deux généraux d'Espagne dont je vous ai parlé. Lorsqu'ils se sont rendus à César, César les a laissés libres, avec le serment de ne pas reprendre les armes contre lui, ce qu'ils ont fait immédiatement. Ce sont donc des parjures, et ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais en tout cas, ils ont une valeur militaire, César le signale dans la guerre civile. Et puis surtout, vous avez Labienus. Labienus, c'est un ancien général de César pendant la guerre des Gaules. Il l'a suivi pendant les 10 ans de la guerre des Gaules. Il a remporté tout seul des victoires importantes, et aussi, parfois, il a sauvé César de mauvais pas. C'est donc un général extrêmement talentueux, qui fait partie en gros de l'école de César, l'école de commandement de César, mais qui est passé du côté de Pompée pour des raisons de clientèle au début de la guerre civile. Alors en fait, on estime que c'est Georg Veit, un historien allemand du début du siècle, estime que c'est manifestement Labienus qui exerce la réalité du commandement militaire. Alors voilà pour les chefs républicains. Et ils ont réuni, ma foi, une armée très importante de 70 000 hommes. 70 000 hommes, dont 10 légions, alors des légions de valeur inégale, parfois des vétérans, mais parfois aussi des jeunes recrues levés en Afrique qui ne sont pas très motivés. Surtout, la grande force de l'armée républicaine en Afrique, c'est la cavalerie. Ils ont réussi à rassembler une immense cavalerie, ainsi qu'une infanterie légère très très nombreuse et talentueuse. Enfin, ils ont les 4 légions du roi de Juba, du roi de Numidie Juba, qui sont formées à la romaine et qui disposent de 60 éléphants. Et ils ont une flotte, pas une flotte très importante, mais une flotte d'une cinquantaine de navires au moins. Alors ils font de l'Afrique une véritable citadelle, parce que en fait César leur en laisse le temps. Il est occupé en Égypte, puis en Asie et enfin à Rome. Et ils vont faire de Utique, alors Utique on ne le voit pas, je vais peut-être passer la carte suivante. Utique ici dans le golfe de Tunis. Ils vont faire d'Utique une sorte de centre politique et militaire de la guerre. C'est l'expression de Plutarque. C'est Caton qui va d'une part fortifier la ville, il va exécuter de grands travaux, d'autre part d'énormes approvisionnements vont être entreposés dans cette ville. Et puis, ça va même devenir un centre politique parce qu'on va établir une sorte de conseil des 300, une sorte de petit sénat des citoyens romains en Afrique qui sont très nombreux. D'autre part, ils vont vider la province des vivres en les entreposant dans une série de places fortes qui sont disséminées dans toute l'Afrique. Alors, un petit excursus sur le système logistique des Romains, parce que les Romains, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont mis sur pied un système logistique assez sophistiqué, qui en gros est fondé sur un réseau de bases logistiques et de lignes d'approvisionnement. Alors, les bases logistiques, on en distingue 3 sortes. On a tout d'abord les bases stratégiques. Ce sont en gros les provinces pourvoyeuses de blé, l'Afrique, la Sicile, la Sardaigne et bientôt l'Égypte. Ensuite, il y a des bases Alors, les bases stratégiques, théoriquement, elles se situent en dehors du théâtre d'opération. Ensuite, il y a des bases opérationnelles qui, elles, se situent à la lisière du théâtre d'opération. Ce sont des ports maritimes, généralement, mais qui sont très bien connectés à l'intérieur du pays et qui sont munis d'entrepôts. Les Romains sont capables d'entreposer du blé, du froment, qui se conservent pendant une dizaine d'années. Enfin, vous avez les bases, ce qu'on appelle les bases tactiques, ce sont des noms modernes, hein, les Romains n'utilisent pas ce type de terme, et les bases tactiques, elles, sont disséminées à l'intérieur du théâtre d'opération, soit ce sont des places fortes, des villes fortifiées, soit quand il n'y en a pas, ce sont des camps romains. Alors, toutes ces bases, elles sont reliées par un réseau de lignes d'approvisionnement. Il y en a deux sortes. Vous avez des lignes d'approvisionnement maritimes.
Généralement, ce sont celles qui relient les bases stratégiques aux bases opérationnelles. Et les Romains ont une grande capacité de transport. Ils peuvent transporter des armées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans des convois qui font plusieurs centaines de bateaux. Et ils sont capables aussi de transporter des animaux et des vivres en grande quantité. Mais les vivres, généralement, elles sont transportées par petits convois qui forment une sorte de noria entre la base stratégique et le théâtre d'opération. Et puis vous avez une deuxième sorte de ligne d'approvisionnement, ce sont des lignes terrestres ou fluviales, à l'aide d'animaux de bas, de chariots, qui relient la base opérationnelle aux bases tactiques. Alors, si on rapporte ce système à notre exemple, eh bien, vous voyez que s'agissant des républicains, leur base opérationnelle, leur base stratégique, c'est l'Afrique, ils sont en plein dedans. Leur base opérationnelle, c'est Utique. Et ensuite, leurs bases tactiques, elles sont disséminées dans toute la province. S'agissant de César, c'est un peu différent parce que sa base opérationnelle, sa base stratégique, ce serait plutôt la Sicile ou la Sardaigne. Donc il dépend essentiellement de ses lignes d'approvisionnement. Sa base opérationnelle, en fait, c'est à lui de l'installer sur les côtes d'Afrique, toute la difficulté. Quant aux bases tactiques, ça va être à lui de s'en emparer. Donc il se situe dans une autre position. En tout cas, pour terminer sur cette préparation du camp républicain, ce qu'on peut dire, c'est que les républicains, ils ont repris confiance. Ils ont transformé l'Afrique en citadelle, ils ont amassé un nombre de vivres, d'armes, d'effectifs très importants, ils ont des chefs réputés, ils sont adossés à une province très riche et fortifiée. Du coup, dans la correspondance de Cicéron de cette époque, on a des lettres qui indiquent que rien n'est mieux organisé et préparé que les républicains en Afrique. Et ils commencent de menacer la Sicile, ils font des raids sur les côtes siciliennes, et ils menacent, il y a un projet de débarquement, assez hypothétique il faut le dire, mais un projet de débarquement en Italie même. Alors César. La préparation chez César, elle se passe beaucoup moins bien. César est en Asie et arrive à l'été 47, à la fin de l'été 47 à Rome. Pourquoi il ne va pas directement en Afrique? Tout simplement parce qu'il y a une grosse agitation politique à Rome. Et surtout, ce sont ces légions qui sont cantonnées, ces légions de vétérans qui sont cantonnées dans le sud de l'Italie, en Campanie, qui se sont mutinées. Alors ça, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il compte sur ces légions pour aller conduire sa campagne d'Afrique. Alors heureusement, c'est César. Et alors ces légions sont mutinées, elles rançonnent les cités, elles réclament leurs congés et des récompenses. Elles ont même tué 2 sénateurs qui ont été envoyés à leur rencontre. Mais quand César arrive, eh bien, il arrive en un tournement à les retourner. Ça, c'est le charisme césarien. Et du coup, il calme aussi très vite l'agitation à Rome, et il part immédiatement pour la Sicile, pour Lilybée. Donc Lilybée, c'est l'actuelle Marsala, à la pointe ouest du triangle sicilien, qui se situe en face des côtes africaines. Et il entend opérer sa concentration dans cette ville. Seulement, sa concentration met beaucoup de temps à s'effectuer. Concentration, elle est double. Il y a d'une part la concentration de vaisseaux. Il fait réquisitionner tous les vaisseaux sur les côtes italiennes, avec 2 types de vaisseaux, les vaisseaux de combat et les vaisseaux de transport. Et d'autre part, il fait acheminer les légions, notamment ces légions de vétérans, de l'Italie vers la Sicile, vers Lilybée. Mais quand il arrive le 1er octobre à Lilybée, il n'y a qu'une légion de recrues. Et si elle y est, c'est sûrement parce qu'elle y était déjà. Donc il est très impatient, il fait construire sa tente sur la plage, en face des côtes africaines, pour montrer son impatience. Dans les jours suivants, les vaisseaux commencent à venir, les légions aussi, et quand il atteint Alors j'ai oublié de parler de ses forces, pardon. Il entend réunir une armée de 10 légions. 10 légions, la moitié de légions de vétérans, la moitié de légions de recrues, c'est-à-dire de jeunes soldats qui ont été recrutés depuis le début de la guerre civile. Seulement, il a deux faiblesses. C'est que d'une part, il n'a pas de cavalerie, ou très peu, par rapport à l'immense cavalerie républicaine en Afrique. Sa deuxième faiblesse, c'est qu'il n'a pas assez de vaisseaux. Donc du coup, il s'est décidé à une campagne d'hiver, il est très pressé, et il a décidé de faire passer son armée par échelon, pas en une seule fois sur les côtes africaines.
Donc au bout de 8 jours, il est arrivé le 1er octobre, et le 8 octobre, eh bien, il décide de ne pas attendre toutes les légions, et il prend les 6 légions qui sont déjà là, il les conduit sur l'île d'Apollonia, qui est juste au nord-ouest de l'île Libé, et il s'embarque. Il s'embarque en direction des côtes d'Afrique. On arrive donc, deuxième point dans cette troisième partie, à la première phase de la guerre d'Afrique, ce que j'appelle l'installation sur les côtes africaines. Alors la traversée, tout d'abord, elle va durer 3 jours avant d'arriver, c'est 160 km à peu près. Elle va durer 3 jours, mais en fait 4, parce que comme vous le voyez sur la carte, il décide de doubler le Cap Bon et ensuite de descendre vers le sud le long des côtes africaines. Alors 2 raisons à cela. D'une part, parce que le gros des troupes adverses sont concentrés vers Utique, mais une deuxième raison aussi, c'est parce qu'on est en hiver, donc les vents sont très difficiles, et en doublant le Cap Bon, il est un peu protégé des vents d'ouest qui sont redoutables à cette époque. Il arrive vers Hadrumet, qui est l'actuelle Sousse, où il entend débarquer. Le problème, c'est qu'il n'avait pas, pour des raisons de secret sans doute, il n'avait pas averti tous ses chefs d'escadre, chefs de bateau, commandants, il n'avait pas donné la destination. Il leur avait seulement commandé de suivre le navire amiral. Et naturellement arrive ce qui devait arriver, un coup de vent, une mini-tempête qui a dispersé sa flotte. Et lorsqu'il arrive devant Hadrumet, il a très peu de vaisseaux qui réunissent à peu près 3000 fantassins et 150 cavaliers. Donc il va attendre quelques heures devant la ville d'Hadrumet, et puis finalement, il va débarquer. Alors la ville d'Hadrumet, on va passer à l'avant-dernière carte. Alors ce qui aurait été mieux, c'est mon premier diaporama. Alors ce qui aurait été mieux, c'est que je fasse apparaître les différentes phases au fur et à mesure, mais je ne sais pas faire. Donc là, vous avez l'ensemble. Donc il débarque ici à Hadrumet, qui est une ville tenue par les républicains, par une petite garnison de républicains sous le commandement de Considius, si ma mémoire est bonne. Il débarque sur la plage. Pourquoi Considius ne s'est pas opposé à ce débarquement? Alors d'abord peut-être parce qu'il était impressionné, même par 3000 hommes et César qui débarquait, mais aussi pour une autre raison. Je reviens à l'autre carte. Quand la flotte césarienne est passée devant Clupea, vous avez un contingent de 3000 cavaliers numides qui l'a vu passer et qui, depuis une journée, un jour et demi, eh bien, suit cette flotte. Et donc, quand César débarque à Hadrumet, Considius, celui qui tient la ville d'Hadrumet, est au courant qu'un contingent de cavalerie arrive. Ce qui fait que César ne va pas s'attarder devant cette ville, il ne veut pas être coincé entre une ville adverse et un contingent de cavalerie qui arrive. Je vous rappelle qu'il n'a que 150 cavaliers. Et donc il campe seulement la nuit, et le lendemain, il a fait le tour de la ville, il n'a pas voulu se rendre, il ne peut pas la prendre de vive force. Et donc, eh bien, il entame une marche vers le sud, tout en longeant la côte. Vers le sud, parce que vers le nord, il y a les ennemis. L'intérieur des terres, il ne veut pas s'éloigner de ses vaisseaux si jamais il doit réembarquer à toute vitesse. Et donc, il est contraint de chercher un point d'appui vers le sud. Alors, cette marche, elle ne se passe pas tout à fait sans engagement, parce que les 3000 cavaliers sont arrivés et harcèlent son arrière-garde. Les 150 cavaliers qu'il a n'arrivent pas à s'opposer à ces 3000 cavaliers, mais finalement, ces 3000 fantassins, c'est essentiellement des recrues, mais il y a quelques cohortes de vétérans. Et quand il oppose les cohortes de vétérans aux cavaliers numides, eh bien là, il arrive à les repousser. Et donc c'est une marche d'à peu près, j'aurais dû mettre une échelle. Alors en fait, cette carte, je vous explique, la carte précédente, ça c'est la carte de la Tunisie actuelle, donc en fait la province d'Afrique elle est plus petite, mais par contre les côtes, c'est un fond de carte que j'ai téléchargé. Là en revanche, c'est moi qui ai dessiné les côtes, et beaucoup de localisations sont incertaines, non pas de mon fait, mais parce qu'il y a des villes qu'on n'arrive toujours pas à situer, enfin des lieux qu'on n'arrive toujours pas à situer. Et j'aurais dû mettre une échelle, disons qu'il y a à peu près une dizaine de kilomètres entre Hadrumet et cette péninsule, ce qu'on appelle la péninsule de Ruspina dans l'Antiquité, mais qui est l'actuelle péninsule de Monastir. Arrivé sur cette péninsule, il fait construire un camp, et dès le lendemain, il repart, tout en laissant des soldats dans son camp, il repart vers la ville de Leptis Minor. Alors Leptis Minor s'oppose à Leptis Magna, qui se situe en Libye, et Leptis Minor surtout est une ville qui lui ouvre ses portes, il n'y a pas de garnison républicaine.
Et d'emblée, comme ça, il dispose d'un port. Il va donc laisser une garnison, d'autant plus qu'il reçoit là son premier renfort. Premier renfort qui fait monter son effectif de 3000 à, bon, il n'y a pas de chiffre précis, on peut penser à 15 000 à peu près, à 15 000 soldats, mais par contre il ne reçoit pas d'approvisionnement. Il aurait pu établir son camp au pied de la ville, parce que généralement les armées on ne les fait pas cantonner à l'intérieur de la ville, mais à côté dans un camp. Seulement les abords de Leptis Minor ne sont pas sûrs, du coup il retourne ensuite à Ruspina. Entre-temps, il a envoyé les vaisseaux là, qui ont amené les premiers renforts. En fait, c'était des vaisseaux qui étaient dispersés par la tempête, qui ont enfin retrouvé le chemin. Il les renvoie alors d'une part en Sicile, pour faire accélérer les préparatifs, et surtout il manque cruellement de légions de vétérans. Et d'autre part, il envoie Salluste, qui est prêteur, mais c'est le futur historien, il envoie Salluste vers le sud, vers les îles de Kerkina. Et ces îles de Kerkina, c'est devenu un centre d'approvisionnement des républicains. Donc Salluste a la charge de s'emparer de ces approvisionnements et de les ramener à Ruspina. Une fois ces ordres donnés, il revient à Ruspina et le lendemain, on se situe, je n'ai pas noté la date, mais donc cette phase d'installation, elle dure un mois entre le 9 octobre et le 8 novembre 1947. Il part en expédition, donc ça doit être à peu près 9 octobre, donc ça doit être à peu près vers le 10-15 octobre. De Ruspina, il part en expédition à l'intérieur des terres pour trouver des approvisionnements. Et il va à 4 ou 5 km de son camp, il se trouve dans ce cercle un peu plus clair que je vous ai dessiné, et qui est une sorte de lac asséché, donc une vaste plaine dénudée. Et là, il est parti, il est à 4 ou 5 km de son camp, c'est en fin de matinée, et là, les cavaliers, en voyant reconnaissance, l'avertissent de l'arrivée d'une très grosse force, et bientôt on s'en rend compte en voyant un nuage apparaître. Tout ça, là, je me fonde sur le récit de l'anonyme de la guerre d'Afrique. Alors, cette force, qu'est-ce que c'est? C'est Labienus. C'est Labienus qui arrive avec sa cavalerie. Il a parcouru en quelques jours 180 km et il arrive avec une cavalerie forte de 10 000 cavaliers. 8 000 cavaliers numides, mais aussi des cavaliers germains et des cavaliers gaulois. Il est suivi immédiatement par Petreius qui lui apporte une infanterie numide de plusieurs milliers de soldats qui arrivent à marche forcée d'Utique. Donc en gros, les forces de Petreius et de Labienus, elles constituent à peu près le double des effectifs de César. César, lui, il est parti avec 10 000 hommes. S'il est parti avec 10 000 hommes en expédition, c'est qu'il se doutait bien qu'il allait être attaqué. Mais là, il se trouve en situation difficile, parce qu'il est dans une plaine complètement dénudée, il n'a pas le temps de rejoindre son camp avant d'être attaqué. Et en fait, quel est le plan de Labienus? On le connaît, ce plan de Labienus, parce que à la suite de cette bataille, qu'on va appeler la bataille de Ruspina, eh bien, à la suite de cette bataille, des prisonniers vont révéler quel était le plan de Labienus aux Césariens, et l'auteur de la guerre d'Afrique en parle. Et il explique comment ces informations ont été prises. Labienus, il entend, grâce à sa supériorité en effectif, envelopper complètement l'armée de César, qui est au milieu d'une plaine dénudée, et il entend refuser le corps à corps, mais la harceler uniquement par du combat à distance, des armes de jet, de la cavalerie et de l'infanterie légère. C'est cette tactique qui avait réussi contre Curion, son lieutenant en Afrique, qui avait permis de massacrer complètement les 2 légions de Curion. Et c'est aussi cette tactique finalement qui a permis de battre Crassus à Carrhae, 15 ans plus tôt, dans le désert mésopotamien. Il a été battu par les Parthes. Seulement, César, il est naturellement au courant de ces 2 désastres, et en fait, il va faire le contraire de ce qu'ont fait Curion et Crassus. C'est-à-dire, plutôt que de former ses armées en carré dense, ce qui offre une cible, aucun javelot ne peut manquer sa cible, ou flèche ne peut manquer sa cible, quand vous avez des grands carrés comme ça. Lui, au contraire, va former ses soldats sur une ligne, et une ligne qu'il va étirer démesurément sur plus d'1 kilomètre. Alors quel est l'avantage? Le premier avantage, d'abord il diminue la cible, puisqu'elles sont en ligne et non en carré, ces légions. Le deuxième avantage, c'est qu'il augmente leur puissance de feu,
puisque, alors quand je dis une ligne, c'est une ligne de bataille. Elle peut être sur 8 ou 10 ou 12 rangs. Hein. Mais il augmente leur puissance de feu, puisque vous avez une seule ligne qui peut lancer en même temps tous ces javelots ou autres projectiles. Troisième avantage, il ne risque pas que cette ligne qui est si mince soit enfoncée, puisque ses adversaires refusent le corps à corps, refusent le combat rapproché. Et enfin, par cette ligne qui s'étire démesurément, eh bien, il va réussir à briser l'encerclement qu'était en train d'opérer la cavalerie et l'infanterie légère de Labienus et de Petreius. Une fois que cet encerclement est brisé, eh bien, il faut opérer une conversion à une cohorte sur 2 pour qu'il puisse mener un combat sur 2 fronts. Et puis, successivement, il les fait charger, très groupés, pour repousser l'adversaire jusque dans les collines qui entourent la plaine. Une fois cette opération effectuée, eh bien, il se retire en ordre de bataille, mais il est obligé à plusieurs reprises de répéter l'opération. Et finalement, donc, la bataille a dû commencer en fin de matinée, vers 10-11 heures. On a les heures qui sont données par l'anonyme d'Afrique, et puis ensuite on essaie de calculer, c'est des heures romaines, on essaie de calculer en fonction de l'époque de l'année. Et elle s'est sûrement, donc elle a commencé en fin de matinée, vers 10-11 heures, elle s'est sûrement prolongée jusque vers 17-18 heures, mais il se trouve que César est parvenu à ramener son armée dans le camp de Ruspina. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une défaite ou est-ce que c'est un succès pour César? Tant les anciens que les modernes ne sont pas d'accord là-dessus. Il faut que je me dépêche parce que j'ai encore 3 phases. Et alors ce qui est sûr, c'est que César s'est trouvé dans une situation périlleuse. Ce qui est aussi sûr, c'est qu'il a réussi à ramener son armée dans son camp, dans ses retranchements. Donc il a réussi à se dégager d'une situation périlleuse avec une grande maîtrise technique. C'était essentiellement des troupes, des recrues, des jeunes recrues, et il a réussi à les garder en main. Donc ça, c'est une sacrée réussite. Mais par contre, la question, c'est à quel coût? Alors l'anonyme de la guerre d'Afrique nous dit qu'il a eu très peu de pertes, mais les auteurs grecs nous disent le contraire, qu'il a frisé le massacre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une bataille décisive. Labienus n'a pas réussi à anéantir l'armée de César, mais César n'a pas réussi non plus à obtenir ses approvisionnements. Alors, conséquence de cet affrontement, eh bien, César va se replier dans la péninsule de Monastir, dans Ruspina, qu'il va fortifier, qu'il va transformer en véritable forteresse, et où ces 22 000 hommes vont rester enfermés, ces 20 000 hommes vont rester enfermés pendant 22 jours, sur 15 km², face à une armée 2 fois plus nombreuse, 3 fois plus nombreuse même, parce que Metellus Scipion, entre-temps, arrivant d'Utique avec le gros des armées, eh bien, est parvenu à côté de la péninsule de Ruspina. Alors, Ruspina, en fait, c'est un plateau qui est entouré par la mer et ensuite qui est séparé de l'intérieur des terres par un talus. Alors, César va faire construire une ligne de fortification d'à peu près 9 km, et cette ligne de fortification est assez formidable. Vous avez des fossés très profonds, des palissades, des redoutes, des tours, des pièges. Bref, les abords sont rendus quasiment impraticables, particulièrement pour la cavalerie, qui est la force des républicains. Également, il va transformer la péninsule de Ruspina en place d'armes. Il établit des ateliers qui forgent des armes, des balles de fronde, des pointes de flèches, des pieux. Alors, il fait venir de Sicile du fer, du plomb, du bois. Et tous les jours, pendant ces 22 jours, il inspecte les travaux. Et également, il commence à former, à aguerrir ses recrues par des escarmouches quotidiennes qui se déroulent aux portes de ces fortifications. Au départ, les conditions sont assez difficiles, parce qu'il n'a pas d'approvisionnement, il est obligé de rationner ses troupes. Notamment, petite anecdote, pour nourrir les chevaux, les soldats césariens ont trouvé un truc. Ils prennent des algues sur le rivage et ils les lavent à l'eau douce pendant plusieurs heures avant de les donner à manger aux chevaux. Mais rapidement, la situation de César va s'améliorer. D'abord parce que Salluste est revenu de l'île de Kirkina dont il s'est emparé avec des approvisionnements. Donc déjà, la situation alimentaire s'améliore. D'autre part, parce que des villes commencent à se rallier à César,
César envoyait plein de lettres pour avertir de son arrivée. Et notamment, vous voyez à l'extrême sud, c'est à peu près 60 km au sud de Ruspina, la ville d'Aquila. Et puis surtout, Juba, le roi de Numidie, accourait avec son armée importante, 2 légions et 60 éléphants, mais il était obligé de faire demi-tour parce que son royaume a été attaqué sur les arrières par des rois morts. Donc la Mauritanie, à l'époque, c'est le Maroc, et ce sont des alliés de César. Du coup, il est obligé de faire demi-tour. Et César, qui a continué de recevoir des renforts, notamment des légions de vétérans, eh bien, il va décider, au bout de 22 jours, de quitter cette position, parce que son but, c'est de battre Métellus Scipion avant que Juba ne revienne. Donc là, on se situe aux alentours, il faut que je retrouve mes dates, aux alentours de début novembre 47. Alors, deuxième phase de la guerre de position qui va se dérouler autour d'Usita. Je dis deuxième phase parce que débarquement et installation, dans mon propos, je les ai réunis en une seule phase. Donc j'aurais dû en fait changer les numéros sur mon diaporama. Alors, une petite précision, les historiens modernes, pas tous, parlent en cette occurrence de campagne d'Usita. Alors moi c'est une expression qui me gêne parce que Usita c'est à peu près une quinzaine de kilomètres de Ruspina, c'est à moins de 10 kilomètres de Leptis ici, et donc tout ça, ces opérations, elles se déroulent dans un mouchoir de poche. Elles se déroulent en plus entre les mêmes armées, les mêmes généraux. Donc je préfère parler d'opérations autour d'Usita et qui pour moi appartiennent à un même ensemble plus large qui serait la campagne d'Afrique. Alors, ces opérations autour d'Usita, elles sont caractérisées par une guerre de position qui se déroule d'abord sur les reliefs et ensuite dans la plaine. Alors là, vous voyez, c'est moi qui ai fait, c'est vraiment un schéma, hein, c'est pas un croquis, c'est pas une carte. En gros, quand César quitte Ruspina, qui se situe au nord ici, il suit la côte, donc il est parti au milieu de la nuit, il suit la côte avec le gros de ses forces, il a laissé quelques cohortes à Ruspina. Et puis ensuite, il monte sur le plateau, et ce plateau eh bien, est surmonté d'une série de collines où se situent des tours très anciennes qui servent de vigie. Certaines sont tenues par les Numides, par les républicains, et très rapidement dans la matinée, ils s'emparent de toutes ces tours. Ensuite, eh bien, il commence à construire une ligne de fortification à mi-pente, et pour protéger cette ligne de fortification pendant sa construction, il fait sortir sa cavalerie au bas de la pente. Alors Labienus et Metellus Scipion, qui sont au courant un peu tard du mouvement de César, font sortir d'abord toute leur cavalerie, puis ensuite toute leur armée qui s'avance au pied du plateau. Et les deux armées vont stationner comme ça pendant toute la journée. C'est le début d'une longue suite d'offres de bataille, de vaines offres de bataille, parce que chaque adversaire ne veut pas quitter sa position. César ne veut pas descendre du plateau pour se retrouver en plaine où il peut être enveloppé par l'immense cavalerie, et tant Metellus Scipion que Labienus ne veulent pas commencer à gravir la pente et donc se retrouver en situation défavorable. Ce qui fait que finalement donc, César peut continuer dans les jours suivants d'établir sa ligne de fortification qui réunit toutes les collines, et il change son camp au fur et à mesure. Il se retrouve avec une ligne à peu près de 9 km sur le rebord du plateau, avec son camp en arrière, et vous voyez que ses arrières sont assurées. À 7 à 9 km se trouve la ville de Leptis, qui est un port. Deuxième phase dans cette guerre de position autour d'Usita, dans la plaine. Alors j'ai oublié de vous dire, ces opérations autour d'Usita, elles vont durer 2 mois. Elles vont durer entre le début novembre 47 et mi-janvier 46. Donc elles sont assez longues. Il faut imaginer des opérations très laborieuses, très prudentes. César va décider de descendre dans la plaine parce que d'une part il veut menacer la ville d'Usita. Vous voyez que le camp de Metellus est adossé à la ville et cette ville lui sert de base tactique. Mais aussi on a pensé parce que sur le plateau il n'y a pas beaucoup de sources d'eau, alors qu'en plaine on peut creuser des puits. Donc il descend dans la plaine mais de manière très prudente en faisant construire 2 autres lignes de fortification
perpendiculaires à la première et parallèles entre elles, et distantes, on ne sait pas trop en fait, d'une centaine ou de quelques centaines de mètres. Le but de ces lignes, c'est de pouvoir s'avancer vers Usita en protégeant ses flancs, donc en ne pouvant pas être enveloppé par la cavalerie adverse. Alors cette opération, elle va durer des jours, des semaines. Elle va être ponctuée à la fois d'escarmouches quotidiennes et puis aussi d'offres de bataille des deux adversaires, qui à chaque fois n'aboutissent pas à un engagement général. Et aussi, chose intéressante, on est dans un contexte de guerre civile. Dorénavant, les armées sont en contact régulièrement, quotidiennement. Du coup, il va y avoir des échanges de libelles. Chacun va essayer de diminuer les forces de l'autre. Et à ce petit jeu-là, c'est César qui gagne. Notamment, beau succès, il va obtenir la défection de plus de 1000 cavaliers gétules qui passent dans son camp. C'est également pendant ces opérations qu'il y a un petit combat naval. Comme je suis en retard, je ne vais pas m'attarder sur ce petit combat naval, mais enfin, il assure la suprématie maritime de César, mais ses approvisionnements sont toujours difficiles, tout simplement à cause de la saison. Ces approvisionnements sont aléatoires parce que c'est une mauvaise mer. Et puis finalement, vers la mi-janvier, César va décider de se porter ailleurs. Alors pourquoi? Parce que la région d'abord est sûrement épuisée en termes de vivres, aussi parce qu'il a reçu des renforts, des nouveaux renforts, notamment sa fameuse 10e légion de vétérans, et puis aussi parce que ces opérations autour d'Usita, finalement, elles sont à la fois un succès et un échec. Succès, il a réussi à grignoter un peu son adversaire avec les défections, il a réussi à montrer sa liberté d'action, même si c'est une liberté d'action assez contrainte quand même, mais par contre, il n'a pas réussi à obtenir l'engagement général qu'il souhaitait, d'autant plus que Juba, entre-temps, est arrivé avec ses 2 légions et ses éléphants et a établi un camp séparé d'ailleurs. Donc à la mi-janvier, César décide de porter la guerre ailleurs. On pense que c'est pour éloigner Scipion de ses bases et pour le pousser à la faute. On arrive à la 4e phase, ou 5e selon le comptage du diaporama, non, 4e phase, voilà, ici, ce que j'ai appelé la guerre des places. Donc en fait, César avec son armée se rend vers Agar. Alors Agar, on ne sait pas où c'est en fait. On sait que c'est à une trentaine de kilomètres d'Usita, une vingtaine de kilomètres de Thapsus, mais c'est vraiment une localisation très incertaine. Il fait établir son camp et Métellus, Scipion, Labienus, Juba le suivent et établissent un camp. Et là, pendant une phase beaucoup plus courte, qui dure 3 semaines, eh bien, César va essayer de s'emparer de toutes ces places tactiques que vous voyez ici, dont la localisation est tout aussi incertaine. Alors avec des succès divers, parfois il arrive à s'en emparer ou à lui ouvrir ses portes, mais parfois au contraire il échoue, et parfois les républicains le devancent et massacrent la garnison. Bref, cette phase n'a pas été très fructueuse, et c'est pourquoi il reçoit début février un dernier renfort, et cette fois il dispose de 12 légions. Son armée en entier, à peu près 40 000 hommes, parce que les légions ne sont pas effectifs complets chez César. Et certains disent que c'est la plus belle armée dont il ait jamais disposé. La moitié de légions de vétérans qu'il suivent depuis plus de 10 ans, qui sont parfaitement aguerris, et l'autre moitié de légions de recrues, mais qu'il a formées depuis ses 4 mois de campagne. Et d'ailleurs, il va opérer en janvier une lustration, ce qui marque un peu une volonté de nouvelle phase. Et il quitte Agar début février pour se rendre un peu plus au nord, à Thapsus. C'est donc la 4e phase, là j'ai écrit 5 sur mon diaporama, ce que j'ai appelé la rupture stratégique autour de Thapsus, qui va se dérouler en 3 jours, entre le 5 et le 8 février 46. Alors la position de Thapsus c'est une ville fortifiée, très importante, une place maritime importante, avec une forte garnison de républicains, et aussi une ville qui est très favorable au camp républicain. Elle est située, comme vous voyez, sur un cap, et juste en arrière, vous avez un grand lac d'eau salée. Mais cette fois, il n'est pas à sec, ce lac d'eau salée. On l'appelle la Sekba de Moknin, et qui mesure à peu près une dizaine de kilomètres de long. Ce qui fait que la ville est accessible uniquement par 2 bandes de terre basses, qui sont longues, ce qu'on appelle des isthmes, qui sont longs d'une dizaine de kilomètres, mais larges de 2 à 3 kilomètres seulement.
Alors, lorsque César quitte Agar pour Thapsus, aussitôt, il met le siège de Thapsus, il investit Thapsus en faisant construire une ligne de retranchement qui l'isole. Qu'est-ce qu'il veut faire? On pense qu'il veut attirer Metellus Scipion sur ces isthmes, où il pourra le combattre plus facilement, parce que sur ces isthmes étroits, la cavalerie, 5 minutes. Ouais, ça marche. Ouais. Cavalerie et infanterie légère ne pourront pas se mouvoir facilement. Mais il prend un risque énorme, c'est que si jamais les républicains arrivent à barrer les deux isthmes, ils se retrouvent coincés entre le lac, les armées républicaines et une ville qui lui est hostile. Alors, Scipion, Labienus et Juba arrivent le lendemain vers l'isthme sud, que vous voyez ici. Ils essaient d'y pénétrer, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a quelques redoutes césariennes, et donc ils établissent deux camps, le camp d'Afranius et le camp de Juba. Et puis Scipion, avec le reste des troupes, il va faire une longue marche de nuit de 30 km pour contourner le lac Salé, et il arrive au matin du 7 février à l'entrée de l'isthme nord. Alors il a autant barré l'isthme sud, c'est assez facile parce que vous avez déjà deux camps, il suffit de les relier à la mer ou au lac d'eau salée. Mais en revanche, barrer l'isthme nord est plus difficile parce que soit il se situe à l'entrée de l'isthme, c'est-à-dire assez loin des troupes césariennes, mais vous voyez que c'est très large, ça va jusqu'à 4 km, donc c'est très long de le barrer. Soit au contraire à l'endroit le plus étroit, 2 km, 2 à 3 km, mais par contre c'est très près des forces de César. Et Scipion va choisir cette seconde solution. Alors César, il est obligé, il est en train d'être enfermé, donc il est obligé de rompre cet enfermement, mais il dispose d'un avantage capital, c'est que ses adversaires, pour le bloquer, se sont divisés et sont distants de près de 30 km, et qu'il est en position centrale. Donc il peut battre successivement ses deux adversaires, et il va se lancer contre Scipion en premier. Il laisse 2 légions dans l'isthme sud face à Afranius et à Juba. Il arme tous ses vivandiers, ses valets d'armes dans le camp pour s'opposer à une sortie des Thapsitains. Il ordonne également à sa flotte qui croise dans les parages de faire une diversion sur les arrières de Scipion. Et puis il charge avec ses légions en ordre de bataille. Il y a la 5e légion notamment qui est chargée de s'occuper des éléphants. Alors on a plusieurs versions sur la bataille. Le récit de l'Anonyme d'Afrique est assez exceptionnel. On en parlera peut-être pendant les questions. Mais manifestement, sauf pour Appien, le front de Scipion a été enfoncé tout de suite. Et ce qui fait que les soldats de Scipion, les pauvres soldats de Scipion qui se sont débandés, ils ont refait le trajet qu'ils avaient fait durant la nuit. Et ils étaient poursuivis par les Césariens. Mais César, avec le gros de ses forces, se retourne contre les camps d'Afranius et de Juba. Or, il les trouve vides. En fait, Afranius et Juba se sont enfuis avec leurs troupes. Ce qui fait que le drame pour ces soldats de Scipion, c'est quand ils arrivent, ils trouvent les deux camps où ils voulaient se réfugier aux mains des Césariens. Ils n'ont plus de chef non plus pour se former, alors ils se retirent sur une colline et ils font les gestes de reddition. Et c'est à ce moment-là que les légions de vétérans de César, absolument ivres de colère sûrement par cette guerre civile qui dure depuis déjà 4 ans, ivres de colère par cette campagne qui était dure, pleine de privations, vont les massacrer jusqu'au dernier. César va essayer de s'y opposer, il ne va pas y parvenir. Et l'anonyme de la guerre d'Afrique nous dit même qu'ils ont massacré certains de leurs officiers supérieurs. Alors le lendemain, je termine, César va remercier ces légions de vétérans, donc c'est quand même à eux qu'il doit leur victoire. Il va laisser 3 légions devant Thapsus, il envoie 3 légions devant Tisdrus, et puis il part. Alors là, je vais essayer un nouveau truc que j'ai imprimé. Donc il parle d'Agar, il se fait précéder, et il va vers Utique, il se fait précéder de sa cavalerie, mais entre-temps il s'empare d'Usita et d'Adrumète. Donc ça, si vous voulez, c'est la dernière phase qu'on peut qualifier d'exploitation, exploitation stratégique. Et donc d'Adrumète, tout ça, il se rend vers Utique. Bon, alors je vais aller assez vite sur cette dernière phase. Finalement, ça c'est ce qui est intéressant. Bon, ils ont perdu, c'est une très grave défaite. Mais beaucoup de ces contingents se sont enfuis. Et ces contingents, alors certains retournent dans leur région, mais d'autres regagnent Utique. Utique a beaucoup d'approvisionnement, peut tenir, elle est fortifiée, elle peut tenir très longtemps, elle a une flotte. Et c'est là où on voit que finalement une défaite, c'est la destruction de la volonté de combattre.
des adversaires. Vous avez aucun chef n'est encore mort. Vous avez Metellus Scipion qui est sur un vaisseau au large d'Utique, et puis vous avez Juba et Petreius qui sont dans les collines. Mais finalement, Caton sent que Utique n'est pas très sûr, donc il leur dit de s'enfuir. Et en l'espace d'une semaine, eh bien, vous allez avoir la plupart de ces chefs qui vont mourir, soit se suicider, comme Caton, le fameux suicide de Caton, Metellus Scipion aussi, et les autres vont s'enfuir, seul Labienus va se retrouver en Espagne. Voilà, donc je vais m'arrêter parce que j'ai quand même beaucoup dépassé. J'aimerais juste finir cette campagne d'Afrique finalement. Alors, César va rester encore un mois jusqu'à la mi-avril pour régler des affaires d'Afrique. Notamment le royaume de Numidie va devenir une province. Puis il s'embarque pour Rome. Et là, finalement, la fin de cette campagne d'Afrique, qu'est-ce que c'est ? C'est le triomphe. Au mois d'août 46, avant Jésus-Christ, il va organiser 4 triomphes successifs à quelques jours d'intervalle. Triomphe sur la guerre des Gaules, triomphe sur l'Égypte, triomphe sur l'Asie et triomphe sur l'Afrique. Le problème, c'est que théoriquement, on ne peut pas triompher de citoyens romains, parce que c'est la guerre civile. Donc, il va transformer ce triomphe en triomphe contre le roi de Numidie. Et Appien nous dit que durant le cortège du triomphe, la foule s'esclaffe en voyant le suicide de Juba sur des panneaux qu'on lui promène, mais par contre est en larmes quand elle voit le suicide de Caton. Ce qui explique c'est peut-être pourquoi l'ouvrage retraçant la campagne d'Afrique s'appelle la guerre d'Afrique et non la campagne d'Afrique, ce qu'elle est pourtant. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Y a-t-il des questions ? Prenez la parole maintenant. On a peu de temps pour les questions parce qu'on doit rendre impérativement la salle à 19h30. Donc si vous en avez, soyez bref et précis. Voilà. Merci, un grand merci tout d'abord. 2 questions qui vont paraître très basiques du coup par rapport à votre exposé et à la richesse de votre exposé. Qui était le peuple que vous mentionnez en début d'intervention ? Lorsque je parle des 3 instances politiques... Qui est le peuple ou la plèbe qui lisait qui lisait les... Oui. Ouais. Alors... Et juste deuxième question très basique aussi. Qui avait le droit de porter des armes dans Rome ? Puisque le général triomphateur ou triomphant, visiblement, n'en avait pas le droit. Oui. Alors, la première question, qui est le peuple ? C'est tous les citoyens romains qui ne sont pas sénateurs ou chevaliers. Sénateurs et chevaliers, ce sont les ordres, c'est des ordres juridiques, donc un groupe défini juridiquement, sont naturellement les aristocrates, donc les plus riches, mais aussi qui doivent obéir à un comportement. Et tous les 5 ans, en fait, vous avez théoriquement un recensement. Et le recensement, il ne sert pas seulement à compter les citoyens romains, ceux qui ont le statut de citoyen, mais à les classer. Les classer en fonction de leur richesse et de leur comportement. Ils sont inscrits sur l'album sénatorial, sur l'album équestre ou sur l'album de la plèbe. Et en fonction de c'est pas de leur revenu, c'est de leur capital. Il y a comme ça plusieurs classes de citoyens qui sont distinguées et qui sont appelés sous les armes parce que les Romains établissent ce qu'on appelle l'égalité géométrique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le plus on a de droits, le plus on a de devoirs, et donc le plus on a d'argent, le plus on a de responsabilités politiques, mais en même temps le plus on a de devoirs militaires. Et donc vous avez tout au bas, ce sont des citoyens, tout au bas de la plèbe, vous avez les capités Ensi, c'est-à-dire eux on peut les compter que par tête parce qu'ils n'ont pas de capital, ils sont quasiment jamais appelés sous les armes. Donc il y a vraiment à chaque fois une proportion entre droit politique et devoir militaire. La deuxième question. Voilà, alors effectivement, on n'a pas le droit d'entrer dans le pomerium, les armées j'entends, c'est-à-dire les soldats, et le général, la seule fois où il a autorisation de rentrer avec son armée dans le pomerium, c'est justement par la voie sacrée pour le cortège du triomphe. Mais sinon, il n'a pas le droit. Alors cela dit, il y en a qui l'ont pris le droit, notamment Sylla, qui a été le premier à rentrer avec une armée. Sous l'Empire, il y aura encore, pendant les guerres civiles, il y aura encore plus de gens qui feront ça, de généraux qui vont faire ça. Et puis cela dit, il doit y avoir une police à Rome. Donc, alors la police, je peux plutôt vous en parler pour l'Empire, curieusement, parce que là, vous avez les corps de vigile, etc.
Pour la République, vous me posez un peu une colle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le dernier siècle, le siècle de la guerre civile, enfin, on sait que Cicéron, lorsqu'il était consul en 62, il était menacé. Et puis d'autres, César ou Auguste, ils arrivaient au Sénat avec sous la toge une cuirasse. Donc ils avaient des poignards. Ils avaient une bande de garde du corps aussi. Oui, sur cette question, c'est un point que je rappelle souvent pour ceux qui me connaissent, sur cette question de ce que j'appelle l'antimilitarisme, au sens premier du mot, romain, pas au sens où on a pu l'entendre nous dans les années 60-70. Donc cet antimilitarisme romain qui prévient le coup d'État, la notion de coup d'État et tout ça, il y a un exemple contemporain que je trouve très intéressant, c'est celui des États-Unis. Il faut savoir que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient un pays de tradition antimilitariste, au sens romain aussi. C'était, on pourrait dire avec beaucoup de guillemets que c'était un antimilitarisme de droite, et pas un antimilitarisme gauchiste comme on a pu le connaître nous, et qu'ils avaient une tradition très romaine, c'est qu'un militaire en uniforme américain n'avait pas le droit de se promener dans les rues de la capitale fédérale, Washington, sans y avoir été appelé par le Sénat. Ah oui, mais c'est très romain. D'ailleurs, ils ont dû s'en inspirer. Oui, ils se sont inspirés directement, de toute façon. Bon, par contre, il n'y a pas d'antimilitarisme romain, c'est-à-dire que sous la République, c'est une société quand même très martiale. Oui, bien sûr. Imprégné de valeurs militaires. Tout à fait. Par contre, il peut y avoir une démilitarisation de la société civile sous l'Empire, parce que c'est des soldats professionnels et qui sont cantonnés pour l'essentiel sur les marges de l'Empire. C'est ça. Donc ça, là, oui, mais pas sous la République. Oui. Mais sous la République, c'était, enfin aux États-Unis, mais je connaissais pas. C'était l'idée de, exactement comme il y avait l'idée de franchir le Rubicon à Rome, il y avait l'idée de franchir le Potomac. Et c'est vrai que d'ailleurs le Pentagone a été installé au-delà du Potomac, comme par hasard. Et que c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale qui, mais ça tous les historiens le montrent bien, est vraiment la naissance du complexe militaro-industriel américain. Mais donc le Pentagone, c'est leur champ de Mars, en fait. Mais exactement. Exactement. Et un militaire n'avait pas le droit. Et quand il y a eu, par exemple, pendant la Grande Dépression, au début des années 30, il y a eu les grandes marches de protestation de chômeurs, etc., ou d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui ne touchaient plus leur pension, etc., le Sénat américain, pour protéger la capitale fédérale, a dû faire appel à l'armée, commandée par MacArthur. Mais c'est vraiment le Sénat qui a voté et qui a demandé à l'armée américaine. C'est pas la garde nationale? Non, c'était l'armée. D'accord. Ouais, directement, parce qu'il n'y a pas de garde nationale, c'est le district de Columbia, et ils n'ont pas de garde nationale, c'est pas un État, comme peut l'être le Texas ou l'Arkansas, ils ont fait appel directement à l'armée. Voilà. Bon, c'est un point de détail. Y a-t-il d'autres questions? Profitez-en vite, parce que moi j'en ai sinon. Dans votre deuxième point, vous parliez de l'articulation du commandement. Au récit de cette campagne, moi j'ai le sentiment que le fait d'une unité de commandement côté César, par rapport à des alliés qui ne sont pas forcément toujours bien coordonnés, a été un avantage aussi important dans cette campagne. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire là-dessus. Oui, vous avez tout à fait raison. Cela dit, par rapport à la deuxième partie, là c'est plus le contexte de guerre civile qui fait que ces républicains, ils ne s'entendent pas entre eux. Il y a des jalousies, je suis passé vite, mais en fait, avant que Metellus Scipion, on lui confie le commandement suprême, il y a eu beaucoup de rivalité et de jalousie, c'était difficile. Et c'est Caton qui, par son intransigeance républicaine, il a une aura morale, a réussi à faire taire toutes ces... D'autre part, on va dire que c'est une armée, le terme est vraiment anachronique, mais une armée au moins binationale, puisque... il y a le roi de Numidie. Et le roi de Numidie, j'en ai pas parlé, mais il était complètement enorgueilli d'avoir réussi à détruire les deux légions de Curion en 1949, parce que c'est sa cavalerie qui les a détruits en fait. Et donc ça avait l'air d'être un fat un peu, et qui essayait. Alors, ça c'est l'anonyme d'Afrique qui nous dit ça, mais à mon avis c'est de la propagande. Mais il dit que Metellus Scipion, pour l'appeler, là, quand il est retourné dans son royaume, pour l'appeler, lui a promis toute la province d'Afrique. Mais bon, ça ressemble bien à une propagande des guerres civiles. Donc ça, il est sûr que l'unité de commandement du côté de César a été un facteur très important. Et puis, sûrement aussi la valeur quand même de son armée. Parce que si la cavalerie et l'infanterie légère étaient de valeur, on ne sait pas trop en fait, ces légions, ce qu'elles valaient pour les républicains. Beaucoup avaient été recrutés très rapidement. Est-ce qu'elles étaient formées? Voilà.
pas de remords, alors je pose la mienne. Rapidement, tu nous as parlé, effectivement, toujours sur ce deuxième point, tu nous as parlé du fait que c'est le Sénat qui prend la décision, c'est le Sénat qui organise surtout. Qui organise. C'est pas seulement politique ou stratégique, c'est un niveau voilà, qui pas organise. Opérationnel, on va dire opératif. Voilà. Oui, justement. Alors, en amont de cette organisation, qui décide? Par exemple, tout simplement, on va faire la guerre. Et puis, à qui on va la faire? Et qui prend cette décision? C'est pas le Sénat. Je veux dire, ça sort pas. La guerre, elle sort pas comme ça, sauf quand on se fait attaquer éventuellement. Mais sinon, c'est une faction du Sénat qui a intérêt à se dire on va conquérir telle région parce qu'on va se faire du fric dans telle région. Voilà, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que par contre le Sénat, il est jamais. Il y a des factions quand même. Bien sûr, oui. Voilà. Alors, il y a même tout un courant historiographique qui a étudié le Sénat uniquement en termes de factions, de clans familiaux, mais ça, on en est un peu revenu quand même. On pense que chaque sénateur avait quand même son autonomie, quoi, même s'il dépendait d'un réseau de clientèle, de soutien. Et effectivement, par exemple, pour la première guerre punique, quand ils sont passés en Sicile, on pense que c'était une faction de sénateurs qui avaient des intérêts économiques dans le sud, des intérêts commerciaux, etc. Donc ça c'est évident. Alors comment on déclare, on fait la guerre, on déclare la guerre, c'est ce que tu veux dire? Je ne sais pas tant le côté, les détails juridiques et formels de la déclaration, mais comment on prend la décision, quoi, et qui la prend et pourquoi et comment ça se passe? Alors la décision qui la prend, généralement c'est le Sénat alors qu'il n'en a pas le droit, puis ensuite il va faire voter la guerre. Un exemple, par exemple, à la suite de la deuxième guerre punique, donc ce conflit énorme où l'Italie a failli succomber. Donc Hannibal est battu en 202 en Afrique, la paix est signée en 201, et en 200, le Sénat veut déclarer la guerre, à l'époque c'est Philippe, à Philippe de Macédoine, donc grande puissance hellénistique, et le peuple vote non. C'est à peu près un des seuls exemples qu'on a. Le peuple vote non parce que le peuple en a marre de la guerre. Quand ils votent, je disais qu'ils pouvaient dire que oui ou non, mais aussi ça les concernait parce qu'ils partaient en tant que citoyens, ils pouvaient partir pour une partie d'entre eux à la guerre. Donc ils votent non. Et le consul un peu penaud, Galba, revient devant le Sénat pour leur expliquer. Et là, le Sénat lui dit, c'est un peu comme le référendum européen, quoi. On lui dit, non mais tu retournes et puis tu vas leur poser la question jusqu'à ce qu'ils disent oui, quoi. Alors j'exagère un peu, je caricature. Mais, la comparaison est bonne par ailleurs. Mais... Voilà. Et le Sénat, c'est lui qui dirige la politique étrangère. C'est-à-dire qu'il reçoit, alors je ne vous ai pas dit, la première séance, théoriquement, elle est consacrée à la guerre. Peut-être qu'il y a une première séance avant consacrée aux prodiges, pour les dieux. Et la troisième séance, elle est consacrée, généralement en février, à la réception des ambassades étrangères. Donc, à partir du 3e, 2e siècle, il y a un flux constant d'ambassades étrangères que le Sénat envoie, qui le reçoit, etc. Donc, ils sont en relation continuelle. Et donc, c'est là, pareil, la paix, c'est le peuple qui la vote, mais c'est le Sénat qui en décide des clauses. Et il envoie généralement sur le terrain une commission d'une dizaine de sénateurs pour régler précisément les dispositions territoriales de la paix avec le général. Alors quand c'est un général comme Flamininus en Grèce, qui est auréolé de sa victoire, ça va, quoi. Il impose sa décision aux diplomatiques, aux sénateurs, mais pas toujours. Et donc en amont, c'est le Sénat qui s'occupe de ça. Alors pourquoi? Eh bien, il y a la notion, ça dépend, quoi. Il peut y avoir la notion, c'est très variable, la notion de guerre préventive, pour Carthage, la 3e guerre punique, la destruction de Carthage, c'est typiquement, voilà. Et là, il y avait des factions, elles n'étaient pas toutes d'accord. C'est Caton l'Ancien qui emporte le morceau, mais il a fallu qu'il se... Donc là, c'est une histoire de clans, mais de clans qui peuvent bouger en fonction voilà. Et chose intéressante aussi, Scipion l'Africain, le premier, pendant la 2e guerre punique, lorsqu'il revient d'Espagne auréolé de sa victoire, Hannibal est toujours en Italie, dans le sud de l'Italie, un peu coincé, mais quand même toujours dans l'Italie. Et c'est Scipion qui veut porter la guerre en Afrique. Et il y a deux options stratégiques. Il y a le vieux Cunctator, Fabius Maximus, qui lui est contre. Et là, on a les débats retranscrits mais chez Tite-Live, et qui montrent les deux options stratégiques qui s'affrontent. Finalement, mais là aussi, c'est comme dans les élections modernes, il y a aussi des appuis, des soutiens, des tractations. Et il obtient le fait de pouvoir passer en Sicile puis en Afrique. Et c'était la bonne solution puisque ça contraint Hannibal à quitter l'Italie. Ben écoute, merci. Merci à tous. Donc nous rendons la salle.
avec 4 minutes de retard, désolé. Et puis rendez-vous donc au mois prochain pour cette conférence du professeur Philippe Contamine de l'Institut sur la guerre de 100 ans. Voilà, bonne soirée à tous.